Alors nous allons à présent parler justement de pauvreté et de précarité, essayer de comprendre ce qu'est la réalité des mères et de leurs enfants qui vivent dans cette pauvreté, dans cette précarité. Nous allons le faire avec Marie-Axe. Je vous en prie, prenez place. Marie, vous êtes chef de projet d'action régionale à l'INSEE et vous allez nous dresser un panorama de ce qu'est en Île-de-France l'état de la pauvreté en nous faisant aussi un petit zoom sur les enfants. Donc nous vous écoutons, Marie, je vous en prie. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Donc oui, comme l'a dit Anne, je vais vous faire un portrait de ce qu'on appelle pauvreté. Je ne sais pas si... Non. N'était pas sur mon diaporama. Ah. C'est le vôtre ? Oui, mais... On vous laisse piloter ? Super, merci. Je vais revenir au début juste, du coup. Alors, donc, moi, je travaille à l'INSEE et plus généralement, l'INSEE, c'est aussi, il y a le service statistique public où on a les services statistiques des ministères, dont notamment le ministère de la Santé, dans lequel j'ai travaillé pendant 3 ans, il y a quelques années, et dans lequel on aborde justement ces questions. Pour mesurer la pauvreté, on a différentes méthodes de mesurer la pauvreté, mais on sait que c'est quelque chose qui est assez multifactoriel et aussi très subjectif sur certains moments. Donc je vais vous montrer comment on mesure la pauvreté en termes de statistiques, un zoom sur la pauvreté monétaire en Île-de-France et puis la place des enfants dans ces résultats. Donc pour mesurer la pauvreté, on se base sur des critères qui sont nationaux, voire même internationaux, ce qui permet de comparer à la fois dans l'espace sur les différents territoires, mais aussi avec les pays et aussi dans le temps comment ça évolue. Donc d'avoir des critères stables dans le temps, ça permet donc de regarder comment les choses se passent. Une des premières approches pour mesurer la pauvreté, c'est ce qu'on appelle l'approche administrative, c'est-à-dire de compter le nombre de ménages à partir des bénéficiaires des minima sociaux. En France, il y a 10 minima sociaux et donc en France, il y a un peu plus de 4 millions de personnes qui sont allocataires de ces minima sociaux. Donc ça nous donne un ordre d'idée du volume, du nombre de personnes qui bénéficient d'un minimum social. Et quand on intègre les conjoints et les enfants, parce que à ce chiffre, en fait, ça couvre 7 millions de personnes, soit 11% de la population. Donc ça nous donne déjà un premier chiffre, on a 11% de la population qui est couvert par un minimum social. Une deuxième approche, c'est aussi de mesurer la pauvreté en conditions de vie, parce que cette approche-là, ça consiste en fait à regarder, c'est un manque global d'éléments de bien-être matériel. Donc, on l'approche par une enquête statistique auprès des personnes, on leur pose toute une série de questions, et quand une personne cumule plus de 8 difficultés sur 27 possibles, on considère qu'elle est pauvre en conditions de vie. Donc, et ces critères, elles se basent sur des contraintes budgétaires, sur des restrictions de consommation, comme par exemple ne pas manger de viande ou ne pas, pour des raisons budgétaires, des difficultés de logement ou encore des retards de paiement. Et donc, avec cette approche, on a environ 11% de la population qui est pauvre, mais elle ne recouvre pas forcément, pas tout à fait les 11% qu'on a vus en pauvreté administrative. On est sur un champ qui est un petit peu différent. Et en Île-de-France, cette pauvreté en conditions de vie, elle est bien plus élevée, on est presque à 16%, parce que là, on ressent bien aussi les tensions sur l'immobilier qui sont présentes en Île-de-France. Enfin, une troisième façon de mesurer la pauvreté, c'est la pauvreté monétaire. Et d'ailleurs, c'est souvent cette façon-là la plus commune
de mesurer la pauvreté. Quand, voilà, même dans les médias, tout ça, quand on parle de pauvreté, souvent, c'est avec cette méthode-là. Et donc, la pauvreté monétaire, en fait, on considère qu'une personne est pauvre quand son niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Ce seuil de pauvreté, il est calculé lorsqu'on regarde les revenus d'une personne, les revenus disponibles d'une personne, c'est-à-dire après impôts et après prestations sociales, et qu'on le rapporte au nombre de personnes du ménage. Et donc, ce qui nous permet d'avoir un niveau de vie pour l'ensemble des ménages de France. Et on peut regarder la médiane. Et donc, tous les ménages qui ont un revenu inférieur à 60% de cette médiane sont considérés comme pauvres. En gros, pour faire simple, en 2019, ce seuil de pauvreté était à 1 102 € par mois pour une personne qui vivait seule. Là, quand on a un couple, bah, du coup, comme on le rapporte, le seuil de pauvreté, c'est un peu plus important. Et quand on est sur une famille nombreuse avec 3, 4, 5 enfants, là aussi, le seuil de pauvreté sera plus de 1 100 €, mais un peu plus élevé, en fait, comme on le rapporte au nombre de personnes. Et avec cette technique, avec cette méthode-là de calcul, en France, il y en avait plus de 9 millions, enfin, en 2019, il y a 9 millions de personnes qui sont sous ce seuil de pauvreté. Donc c'est cette pauvreté monétaire, comme je vous disais, c'est la plus souvent utilisée dans les études statistiques, que je vais vous détailler sur la région Île-de-France. Donc la pauvreté, elle n'est pas uniforme sur le territoire. En France métropolitaine, donc on est environ à 15% de taux de pauvreté. En Île-de-France, elle est un peu plus élevée. On est déjà à 15,5, soit presque un peu moins de 2 millions de personnes en Île-de-France qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et là aussi, on voit que la carte, je vous ai mis la carte France entière, donc on voit qu'elle est, selon les départements, on n'est pas sur le même niveau. Et aussi, en Île-de-France, on a la particularité d'être la région en fait, où les écarts sont les plus importants. On a le département de Seine-Saint-Denis, où le taux de pauvreté est très très élevé, et c'est le plus élevé de France métropolitaine. Et à l'inverse, les Yvelines, qui est un des départements où le taux de pauvreté est le plus faible. Et lorsqu'on zoome un petit peu sur cette pauvreté à des territoires plus fins, on le voit d'autant plus qu'on a vraiment des poches de pauvreté en Seine-Saint-Denis, en fait, où plus de 40% de la population dans certains endroits vit sous le seuil de pauvreté. Cette pauvreté monétaire, on peut, comme je vous le disais, du coup, regarder dans le temps en fait, son évolution. Donc, depuis 2008, elle a légèrement augmenté. Elle a surtout beaucoup augmenté après 2008, après la crise économique de 2008. Et elle peine en fait à diminuer. Et donc, on voit la courbe en bleu ciel qui est bien au-dessus des autres, c'est le département de Seine-Saint-Denis. Ce qu'on regarde aussi pour le taux de pauvreté, c'est qu'on sait que ça dépend du coup beaucoup de la composition familiale. En fait, plus il y aura d'enfants dans le ménage à ressources équivalentes, plus le ménage a de risques d'être pauvre. Et donc, en regardant la composition familiale, on se rend compte que le taux de pauvreté est bien plus élevé lorsque on est une famille monoparentale. C'est les premières barres. Et également ce qu'on appelle les ménages complexes. Donc, dans les ménages complexes, on va retrouver souvent des familles où il y a plusieurs générations qui vivent sous le même toit. Ça, c'est ce qu'on va appeler un ménage complexe. Et donc, c'est particulièrement le cas. On le voit bien, en fait, en Île-de-France, le taux de pauvreté est plus élevé dans ce type de ménage. Et là encore, ça illustre les difficultés de logement qu'on peut avoir dans la région où, en fait, du coup, les familles se regroupent aussi entre plusieurs générations. Donc maintenant, je vais vous faire un petit zoom, parce qu'on est là pour parler des enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait sur cette population-là et comment les enfants sont soumis au risque de pauvreté. Tout d'abord, dans la région,
en Île-de-France, il y a beaucoup d'enfants relativement en France métropolitaine. On est une région très jeune. La natalité est importante. Et on voit bien sur notre pyramide des âges, donc sur les courbes pleines, les bâtons pleins, c'est l'Île-de-France, et la courbe noire, c'est la France métropolitaine. Et donc on voit aux âges les plus jeunes qu'il y a bien plus d'enfants en Île-de-France qu'en moyenne en France. Donc la proportion d'enfants est très importante dans la région. Et donc on a un peu plus de 3 millions d'enfants de moins de 20 ans. Donc là, on commence à être même sur des grands. Et puis en détail par âge, voilà, les moins de 4 ans, par exemple, représentent 6% de la population contre 5% sur l'ensemble de la France. Ensuite, la part des... On a vu qu'en Île-de-France, le taux de pauvreté était légèrement supérieur d'1 point par rapport à la France. Et donc, pour les enfants, c'est à peu près le même écart. Mais là, je vous rappelle, donc, le taux de pauvreté, on disait qu'il était de 15,5% en Île-de-France. Mais chez la population, enfin, pour les enfants, c'est de 23%. Donc là, on voit bien que la pauvreté, elle est bien plus importante chez les enfants parce qu'effectivement, c'est ce qu'on voyait, c'est un risque. Enfin, plus les familles sont nombreuses, plus le risque de pauvreté est important. Et donc, pour ce 23%, il est d'autant plus... il n'est pas uniforme dans le territoire. En Seine-Saint-Denis, on est à 39% des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors qu'au contraire, dans les Yvelines, on est à 14%. Les risques, ce risque de pauvreté, on l'appréhende par 3 facteurs principaux en fait, qui augmentent la probabilité d'être pauvre chez les enfants. C'est d'avoir des parents sans emploi, ou sans diplôme, et de vivre avec un seul parent. Donc on va voir comment ça se traduit. Donc sur la carte de gauche, c'est les enfants qui vivent dans une famille où aucun parent n'est en emploi. Et là encore, en Île-de-France, il y a 10% des enfants qui sont dans cette situation, et presque 12% en France métropolitaine. Donc c'est un peu moins le cas en Île-de-France que dans le reste de la France. Ces enfants qui vivent aucun parent est en emploi. C'est aussi parce que on a une région où l'offre d'emploi, c'est une région assez active où le taux d'activité est assez important en Île-de-France, ce qui explique ce résultat. Et là encore, on voit sur la carte que le petit point rouge en Île-de-France, on voit la Seine-Saint-Denis qui est vraiment un territoire hyper fragile sur ces questions-là. Sur la carte de gauche, c'est la carte des enfants qui vivent avec des parents qui n'ont aucun diplôme. Et là, c'est l'inverse. Les enfants en Île-de-France, 14% des enfants en Île-de-France qui vivent dans un ménage où aucun de leurs parents n'a de diplôme, et 11% en France métropolitaine. Là, je vous ai mis, en fait, effectivement, donc, cette activité des parents, c'est justement un des facteurs de pauvreté. Et c'est vraiment différent si l'enfant vit avec un couple familial ou dans une famille monoparentale. C'est vraiment là le facteur déclinant, et discriminant, pardon. Donc quand un enfant vit avec un couple, environ 6% des enfants vivent dans un ménage où aucun des parents n'est en emploi. Et à l'inverse, quand ils sont dans une famille monoparentale, c'est presque 28% des enfants qui vivent avec un parent qui n'est pas ni en emploi ou inactif. Donc là, c'est ce qu'on a dit. J'accélère. Là, je gagne le temps. Là, c'est ce qu'on a dit. De vivre dans les familles monoparentales, ça amplifie le risque de pauvreté. Et on a regardé aussi que... Les modes de garde, en fait, on sait que quand les jeunes enfants ont un mode de garde, et donc les parents qui déclarent un mode de garde, ça favorise le développement de l'enfant. Et donc on voit que, là encore en Île-de-France, on a certains territoires où en fait il y a très peu de parents qui utilisent un mode de garde, notamment en Seine-Saint-Denis, aussi dans le Val d'Oise, et donc qui peuvent être facteurs de risque aussi.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Je vous en prie, je vous propose de rester sur scène puisque nous allons, et professeur Storm, si vous voulez nous rejoindre, installez-vous, prenez place puisque nous allons dans quelques minutes pouvoir échanger avec la salle et avec les personnes qui sont derrière leur écran. Je vous rappelle, je vous réinvite à m'envoyer par SMS vos questions, vos remarques, vos témoignages pour pouvoir alimenter le débat. Alors, vous nous avez présenté, Marie, le concept de pauvreté, des éléments donc chiffrés sur ce qu'est la pauvreté. Je voudrais qu'on passe de ce concept, de ces chiffres, de la pauvreté, à la réalité de ce qu'est la précarité. La réalité sur le terrain. Les accompagnants des associations que vous êtes connaissent bien cette réalité de la précarité. Nous avons voulu en porter témoignage et les équipes de Dessine-moi un mouton sont allées collecter des témoignages de femmes migrantes, mères qui vivent avec le VIH dans une incertitude permanente pour certaines d'entre elles quant à l'hébergement auquel elles auront accès pour elles et pour leurs enfants. Et je vous propose de les écouter, quelques pastilles. Le premier, c'est Mariam. Mariam qui raconte la première solution qu'elle a trouvée en arrivant en France. Et elle est passée à ce moment-là par l'hébergement chez un proche. On l'écoute. Quand je suis arrivée en France, je ne connaissais personne. Il y avait une sœur et un jour, avant de venir, il m'avait donné son numéro. Donc, quand je suis arrivée là, c'est elle, une sœur de la jeune. Elle était à Goussainville. Elle vivait avec son mari et puis son fils. Ils avaient 3 pièces. Donc, du coup, elle m'a hébergée, elle m'a donné délai. Elle m'a donné délai de 6 mois. Quand 6 mois arrivaient, elle a commencé à me détester. Donc, ça veut dire qu'il faut partir, quoi. C'est facile, tu comprends. Et moi aussi, je ne sais pas où je dois aller. Donc, du coup, je suis restée comme ça jusqu'à... Un jour, elle a quitté au travail. Elle est rentrée, elle a commencé à m'insulter. Mais je ne sais pas, j'étais tellement étonnée. Même si tu dis, je dois partir, c'est pas comme ça, on doit agir. Hein. Comme elle travaillait, avant qu'elle vienne, moi, j'ai essuyé la maison. Je lave les assiettes. J'ai fait sortir la poubelle. Son mari, il travaille la nuit et il vient dormir la journée. Du coup, comme si je descends, et son mari est dans la maison, hein, mais quand je descends, je reste dehors. Parce que je n'ai pas de clé. Du coup, j'ai peur de sortir. Même si j'ai envie de me promener, je ne peux pas. Si je sors matin, je vais rentrer comment? Du coup, elle est venue, elle m'a dit pourquoi moi je ne peux pas descendre les saletés. Comme si je sors, je vais rester dans le froid, je ne peux pas descendre avec les saletés. Et là, je peux la faire descendre. En même temps, elle a commencé à m'insulter. Hébergement chez un proche dans des situations, des conditions souvent précaires. Précaires évidemment sur l'hébergement, mais aussi d'un point de vue émotionnel pour s'occuper de son enfant. Et puis Mariam, comme nombre de familles migrantes, de mères, est passée par l'hôtel. L'hôtel comme solution transitoire, mais l'hôtel où il est toujours difficile de préparer des repas pour son enfant, pour soi-même, dans un espace forcément exigu. Il n'y a rien même comme espace. Il y a les lits, il y a le frigo, et puis les 2 placards, c'est fini. En plus, on se couche sur le lit, c'est fini. Tu rentres dans la toilette, après tu viens te coucher sur le lit, c'est tout ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de cuisine. Il y a cuisine dans la chambre. Il y a un micro, il y a un petit plat. On dit c'est interdit, mais on ne peut pas rester sans manger. Donc on cache le plat. Et du coup, je prépare ça. Et je fais attention parce que les enfants sont là. J'attends quand ils vont à la crèche, c'est ça que je prépare. Quand j'ai fini, je cache. Maintenant, si je fais préparer une semaine comme ça, je garde dans le frigo. Je chauffe comme il y a un micro, je chauffe un peu, je mange. La chambre même là, il y a café. Souvent, même quand il y a de peu de nourriture, je ne mange plus. Parce que je ne sais pas si le café est venu manger ou pas. Un jour, je ne savais pas. J'ai fait l'aide, il y avait café dedans. Je ne savais pas. L'enfant est tombé malade. Tout ça, c'est vide d'hôtel. Il y a un petit couloir là.
Un jour, l'enfant de il y a une camarade qui est à côté de moi. Elle est venue. Son fils, parce que les enfants, nous tous on est conseils. Son fils aussi, il a envie de jouer avec mon fils. Les enfants sont sortis pour courir un peu dans le couloir. Et lui qui à laquelle il est venu, que pourquoi nous on laisse les enfants dans le couloir. Il a commencé à parler si la fille, pourquoi la fille vient chez moi et elle n'est qu'à monter là-bas. On n'a pas le droit, l'enfant va courir ici. Donc, tout le monde est dans sa chambre. Si on pisse, c'est ce qu'il dit, on pisse, on se couche, c'est fini. C'est tout, il n'y a même pas de place. À la crèche même, c'est ça qui les fait bien, qui les fait du bien. Parce que quand il les dépose à 9h, il les prend jusqu'à 17h30 ou même 18h. Donc du coup, là-bas, ils sont bien en tout cas. Quand ils vont même là, ils voient même qu'ils sont heureux là-bas. Donc moi, ma chance, mes enfants vont à la crèche, c'est ça même qui m'a sauvée. À l'hôtel, pas de place pour les enfants, pas de place pour la vie de famille. Heureusement, il y a la crèche. Et à l'hôtel, il y a aussi la promiscuité, la difficulté à préserver une intimité, surtout quand on est malade. Quand il y a le VIH, cette promiscuité, cette impossibilité de préserver son intimité, c'est ce que vit Khadija. Vraiment, à l'hôtel, c'est pas facile. Ça, seulement, vraiment. Parce que à l'hôtel, je suis avec mes soeurs qui fouillent trop dans la vie privée des gens. Puisque quand j'ai parti avec mon fils, je ne l'ai pas donné à téter. Il me posait beaucoup de questions sur ça. Et j'ai parti prendre des laits pour le bébé. Et puis on me donnait des chèques de restaurant. À tout moment, il voulait toujours partir m'accompagner là-bas. Puisque eux, il en voulait aussi. Donc moi, je me suis toujours cachée jusqu'en... Dans les hôtels, en tout cas, ça va, mais que ça soit hôtel où vous avez les mêmes problèmes. Parce que si vous vous retrouvez au salon, il y a des gens qui veulent forcément savoir, ils veulent forcément connaître ta vie. Bon, vraiment, c'est pas facile. Il y a d'autres qui se mêlent trop de la vie privée des gens. Donc, c'est ça qui a fait que moi, j'ai peur à faire d'hôtel là. Pourtant, quand tu es chez toi, ça va, tu n'as pas de problème avec quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui va te poser des questions. Pourtant, si c'est à l'hôtel, il se mêle trop de ta vie. C'est d'où les doigts se connaissent. C'est ça qui est le problème. Et puis, si une seule au courant de ça seulement, là, c'est fini. Comme il y a un jour sur les réseaux sociaux, il y a des filles qui s'insultaient. L'autre la disait, ta maladie VIH que tu as là, tu penses qu'on n'est pas au courant de ça? Pourquoi tu ne donnes pas l'état à ton enfant? Tes comprimés que tu prends là, il faut les mettre sur les réseaux sociaux, on va regarder. C'était sa camarade. Voilà, l'intrusion dans la vie privée, le regard sur la maladie, le regard sur la manière dont on élève ses enfants, les conditions dans lesquelles on l'élève. Ça, c'est le terrain, le quotidien de certaines mères. À rapprocher ces questions de chiffres, de pauvreté qui nous permettent de voir globalement ce que sont ces questions-là, et puis à réfléchir évidemment en prenant en compte l'ensemble des facteurs qui vont avoir un impact sur le développement de l'enfant. Je vous propose maintenant, sur les quelques minutes qui nous restent avant la pause de la matinée, d'interroger directement les intervenants pour peut-être faire part de votre vécu, de vos témoignages, de vos questions. On a déjà reçu quelques questions par SMS, donc je vous rappelle, si vous êtes derrière votre écran, mais aussi dans la salle, que vous pouvez m'envoyer vos questions par SMS. Si vous voulez, le temps que la première main se lève dans la salle pour que je vous apporte le micro, je vous donne lecture d'une question qui nous est arrivée par SMS. Bonjour, dans l'étude INSEE, les familles sans titre de séjour non régularisées sont-elles prises en compte? Merci. Et c'est Marlène qui nous envoie cette question-là. Bonjour Marlène. Alors c'est là toute la difficulté hein, d'avoir des chiffres sur ces populations-là, parce que en règle générale, nos chiffres, on les fait à partir d'enquêtes qui sont réalisées auprès de logements ordinaires, en fait, donc de public normal, mais enfin normal. C'est pas dans des logements habituels, on va dire. Et pour ces populations-là, on réalise une enquête donc tous les 10 ans à peu près auprès des sans-domicile,
auquel on peut aller interroger les personnes qui sont hébergées dans des centres d'accueil ou à l'hôtel. Mais la dernière, c'était en 2012, donc vous avez des chiffres qui ont sans doute Voilà. pas mal évolué. Exactement. La dernière, c'est en 2012 et la prochaine aura lieu sur le terrain en 2025. Donc, elle est en cours de préparation, et ce qui permet de dresser quand même un portrait un peu plus détaillé que... Est-ce qu'on peut comprendre de votre réponse que les chiffres que vous nous avez donnés pourraient être encore majorés si on intégrait ces personnes précaires sans titre de séjour? Effectivement, oui. D'accord. Majorés notablement? La dernière enquête, en France entière, on estimait de 30 000 le nombre d'enfants qui étaient comptés comme sans domicile. 30 000? 30 000 en France, oui. D'accord. Et principalement en Île-de-France? Principalement en Île-de-France, et principalement qui vivaient avec leur maman immigrée, qui n'était pas née en France. Merci. Avez-vous une question? Alors, je vais venir jusqu'à vous. Si vous voulez vous présenter. Bonjour, Gaëlle Guernalec-Lévy, je suis la directrice fondatrice de l'association Papoto, qui fait de l'accompagnement à la parentalité, notamment auprès de familles en situation de vulnérabilité psychosociale. J'ai deux questions pour le professeur Storm. Merci aux deux intervenants pour vos exposés extrêmement clairs. Professeur, alors une question d'abord assez générale. Je rebondis sur ce que vous disiez à la fin de votre propos sur la valence émotionnelle de l'information, puisqu'on a effectivement d'un côté toutes ces connaissances aujourd'hui sur les 1000 premiers jours, sur cette période à la fois extrêmement favorable aux apprentissages, au développement de l'individu, mais aussi de grande vulnérabilité. Donc comment d'un côté transmettre des informations de santé publique relatives à cette période sans rajouter une pression sur les épaules des parents et notamment des plus fragiles? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, c'était sur l'étude que vous avez citée qui fait le lien entre l'activité physique pendant la grossesse et le développement langagier de l'enfant. Est-ce qu'on a une idée des facteurs médians de ce qui peut expliquer? Merci beaucoup. Merci. Merci pour ces questions. Donc pour la première question, c'est donc il faut travailler sur, quand on met en place des programmes de promotion de la santé, il faut travailler sur la méthode. Et la méthode descendante du sachant vers les personnes concernées, en fait, ne marche pas, et on prend ce risque-là. Et donc, ce qu'on est en train de tester à la maternité, ce que d'autres ont testé avant, notamment dans les pays du Nord, qui ont 10 ou 20 ans en avance sur nous, sur les programmes 1000 jours, c'est la méthode participative. C'est-à-dire l'idée, en fait, de partage entre pairs, d'échange entre pairs. Donc là, entre pairs PAIR, est animé par un professionnel, mais qui est formé pour animer ce type de réunion et adapté aux personnes qui sont en face d'elles. Et donc, en fait, ce sont les personnes qui échangent entre elles pour éviter que ça dérape sur des choses qui parfois peuvent être ésotériques dans le domaine des 1000 jours. Il faut que ça soit animé par un professionnel. Mais l'idée, c'est l'information. Ce sont les personnes présentes dans la réunion. Donc, les réunions, on les envisage par 10 familles, 10 couples. Mais cette démarche participative probablement prévient en partie le risque. Deuxième question que vous posiez, donc c'est l'activité physique. Oui, il y a beaucoup de travaux scientifiques qui ont été faits sur le sujet. Deux grands mécanismes émergent à partir de travaux expérimentaux qui ont été faits chez la rate gestante qu'on faisait ou pas nager dans une petite piscine 2 fois par jour. On s'est rendu compte qu'en fait, le placenta de mère active produit des protéines qui favorisent le développement cérébral de certaines zones du cerveau, notamment l'hippocampe, qui est une zone du cerveau qui est importante à la fois dans le contrôle des émotions, mais aussi dans les phénomènes de mémorisation. Ça, c'est le premier mécanisme qui a été décrit maintenant. Et un deuxième mécanisme indirect qui est lié au fait qu'une femme active a moins, et un père actif. Alors, parce que c'est vrai qu'on parle peu des pères, mais la dépression du père, du postpartum, a autant d'impact que la dépression de la mère. L'un et l'autre, en tout cas, quand ils restent actifs, sont protégés de la dépression du postpartum. Et donc, c'est un deuxième mécanisme indirect qui explique les liens entre développement de l'enfant et activité physique.
Merci beaucoup, merci. Vous pouvez vous partager d'ailleurs le micro si vous souhaitez rester assis. Une autre question qui nous est arrivée par SMS. Bonjour, je suis diététicienne à l'hôpital de Saint-Denis. Nous avons énormément de patientes enceintes précaires et vulnérables. Avons-nous une idée du nombre de femmes enceintes ou avec des enfants en bas âge vivant en hôtel social en France et en Île-de-France ? Là, à l'heure actuelle, non. Là, on n'a pas les chiffres sur ce sujet-là. Peut-être donc notre prochaine enquête sur les sans-domicile nous donnera un certain éclairage, puisque dans cette enquête, on pourra demander en fait le parcours de vie, les conditions de logement, de ressources, etc. Des personnes. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Des prises de parole directes ? Alors, j'ai d'autres questions qui arrivent par SMS. Je vais en profiter, sans regret. Une question qui est aussi un témoignage. Dans nos structures, dans la rue, dans nos quotidiens, on constate une augmentation des personnes en situation de précarité depuis la crise sanitaire, plus la crise migratoire, guerre et écologique. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir qu'il y a une accélération et que des chiffres de 2015 et de 2019, donc avant ces crises, sont dépassés. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors, tout à fait. Je suis partie. Les chiffres de 2015, après, c'était sur des chiffres assez structurels voilà, sur la France. Aujourd'hui, on n'a pas de... On a toujours, en fait, dans la statistique, au moins 1 an ou 2 de recul sur les chiffres. Donc voilà, c'est souvent une des questions qu'on a. On n'a pas des choses très à jour. Voilà, instantanées, on va dire. Okay. C'est assez long. Merci Marie. Une question pour vous, professeur Storm. Vous avez parlé tout à l'heure du père, de la dépression postpartum du père, mais quid de la situation de ces enfants lorsqu'il y a une absence du père ? Oui, c'est une question importante. Oui, c'est une question importante. Le père a joue un rôle important dans le développement de la parentalité. C'est une situation à risque. L'isolement, les familles monoparentales sont connues pour être des situations à risque pour la suite. Raison de plus, en fait, pour essayer de les intégrer dans ces fameux groupes dont je parlais tout à l'heure. En fait, l'idée de ces programmes 1000 jours, c'est d'organiser des parcours 1000 jours universels pour tout le monde, mais qui soient adaptés aux besoins de chacun. C'est-à-dire que les besoins des familles précaires est différent d'autres personnes. Il faut pouvoir s'adapter pour organiser ces parcours 1000 jours. L'idée, c'est de débuter en fait la réflexion et la démarche lors de l'entretien prénatal précoce, qui aurait une forme un peu particulière, qui vise surtout... Alors actuellement, c'est très protection le PP. On recherche les facteurs de risque. Là, l'idée, c'est de travailler sur les besoins des familles, de regrouper les familles en fonction de ces besoins pour qu'elles puissent cheminer sur ce parcours 1000 jours ensemble, animé par un professionnel référent, le REPAP, le référent parcours périnatalité, dont on imagine que c'est plutôt une sage-femme, mais ça pourrait être une puéricultrice, et qui met en place un programme de promotion de la santé par des réunions régulières de partage entre pairs, qui sont déterminées par les besoins des parents. Et ce qu'on espère, c'est que ce qui est mis en place en anténatal, qui est plus facile dans le cadre de la maternité, finalement tisse des liens, les parents tissent des liens entre eux, renforcent des liens pour que ce soit des groupes de pères aidants après la naissance de l'enfant qui se poursuivent sur le chemin des 1000 jours, toujours animés par un professionnel, dans lequel on aborde tous les sujets qu'on a discuté là. Une dernière question, et ce sera effectivement la dernière avant la pause. Elle s'adresse à vous, professeur Storm, et à votre connaissance du milieu hospitalier. Quelqu'un nous dit concrètement, je ne connais pas un seul CHU qui favorise réellement le sport
Et l'alimentation avec 2 fois par semaine du poisson, on fait quoi finalement? Ah, mais je suis d'accord, hein, les connaissances 1000 jours sont insuffisantes. Il y a énormément de choses à faire. On a beaucoup de retard par rapport aux pays du Nord. On a la démarche 1000 jours, elle date d'il y a 3 ans. Donc il faut former les professionnels, mais ça se fait. Qu'on dise qu'il n'y ait pas de maternité qui s'investissent dans l'activité physique, c'est pas exact. Il y a des maternités, je connais plusieurs maternités qui organisent. Alors c'est pas du sport, c'est de l'activité physique adaptée et qui organisent plusieurs fois par semaine avec les personnes volontaires, avec les parents volontaires, de l'activité physique qui soit adaptée et on leur apprend des exercices qui soient sécures, sans danger pour les familles. Non, donc il y a des choses qui se font. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors sur l'alimentation, je suis d'accord qu'on a beaucoup de retard, mais là c'est pareil, ça va se mettre en place progressivement. C'est cette démarche 1000 jours qui a été lancée par le ministère qui va faire évoluer les situations. On sait maintenant ce qu'il faut faire. Et donc on a cette chance-là. Faisons-le, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup. Alors, et ce sera la toute dernière question avant la pause. Je vous en prie, madame. Merci. Donc merci à vous, les intervenants. Effectivement, c'était très intéressant ce que vous expliquiez à l'instant. C'est-à-dire qu'effectivement, les recommandations sont là, sont assez claires. Et c'est vrai que ça saute aux yeux, cet impact, les effets de la pauvreté sur ces enfants. Moi, ma question, du coup, je ne sais pas si la secrétaire d'État est restée pour nous écouter. Parce qu'effectivement, ce que je trouvais peut-être intéressant à interroger, et notamment pour l'Île-de-France, c'est la question de l'articulation entre les 1000 jours et le plan pauvreté. Puisqu'on sait que d'un point de vue de la volonté politique, parce que c'est ça qu'il faut, après les recommandations, où effectivement on voit bien qu'il y a à la fois le mode de garde, mais le soutien aux conditions matérielles de vie. Du coup, moi, ma question, c'était au niveau maintenant que les sachants et les experts nous ont vraiment bien montré, effectivement, nous donner des lignes de compréhension et d'accompagnement clair des populations, c'est aussi les sortir de ces conditions-là. Donc, c'était moins une question d'explication que, en tout cas, un point d'attention s'adressant aux décideurs pour qu'ils fassent cette articulation forte. Voilà, et savoir si concrètement, on a une idée de la mise en place du plan pauvreté pour l'Île-de-France. Parce que voilà, il s'agit notamment, le plan pauvreté, c'était d'augmenter les places en crèche, par exemple, c'était d'augmenter la formation. Parce que dans la présentation que vous avez bien voulu partager avec nous, on a bien vu le facteur de l'adversité, mais ce qu'on voyait beaucoup pour ces populations, ce qui a été mis en avant, c'est l'adversité aussi intra-communautaire, j'allais dire, parce qu'on a bien vu, là, c'était assez imagé que c'était un certain public, mais il y a aussi l'adversité par rapport aux discriminations, par rapport à tous les refus d'accès aux droits, et où, pour le coup, c'est une volonté politique aussi de lutter contre les inégalités qui viennent à la fois, qui sont dans les conditions matérielles de vie, mais qui sont aussi induites et renforcées par l'organisation sociale et politique. Merci beaucoup. Merci. Alors, la secrétaire d'État n'est pas là pour vous répondre, mais ce sera sûrement dans les actes du colloque ce que vous avez posé. Et puis, vous m'offrez un tremplin formidable pour la table ronde qui va suivre dans quelques minutes, où on va pouvoir évoquer ces questions, effectivement, de l'accueil, du travail auprès des enfants, auprès de leurs mamans.